Vous êtes hébergeur ou restaurateur. Alors, le fonds de développement durable ici à Saint-Martin peut vous intéresser. Il n'y a pas qu'à Saint-Martin que ça se passe, hein, ça se passe aussi dans les différentes régions de France et d'outre-mer. Mais on va s'intéresser au cas de Saint-Martin, puisque nous avons eu la chance le 18 septembre d'avoir un Guaveberry Networking Event, hein, organisé par la CCISM. Et les différents élus et personnes en responsabilité ont été à même de nous expliquer justement de quoi il en retournait. En tout cas, ici pour Saint-Martin, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, restez branchés pour savoir comment éventuellement obtenir des sous et surtout savoir aussi comment est-ce que ces sous vont arriver et comment vont-ils pouvoir être utilisés. Et à la fin de la vidéo, je ne manquerai pas non plus de vous donner un petit peu mon avis sur toutes ces choses qui concernent l'environnement, puisque l'environnement, c'est l'histoire du gouvernement, mais c'est aussi notre histoire à nous. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, c'est une aide qui s'adresse aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, donc n'hésitez pas. Pourquoi est-ce que la CCISM est là? Donc, c'est ce que nous expliquait Julien Bataille, son directeur, c'est que la CCISM est là pour faire l'interface entre l'ADME et vous. Ils vont vous accompagner, la CCISM, dans la réalisation de votre dossier. Alors, c'est donc une aide qui va favoriser le Green Investment, tout simplement pour aller vers le développement écologique, la préservation des ressources et le respect de l'environnement, avec ce qu'on appelle un tourisme éco-responsable. Alors tout cela, ce sont de très jolis mots. Alors notre curiosité est éveillée, on se dit que va-t-il se passer? Alors, Alain Richardson, le premier vice-président en charge de l'économie et des ressources ici à Saint-Martin, est venu nous expliquer que donc les touristes qui viennent ici à Saint-Martin, il faut savoir que Saint-Martin évidemment c'est un haut lieu touristique, hein, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais une partie très importante des revenus est générée par le tourisme. Et alors bon, ce qu'il nous dit, c'est que les touristes qui viennent ici viennent pour l'expérience Saint-Martin. Donc, l'expérience Saint-Martin, qu'est-ce que c'est avant tout son environnement. Ben oui, l'environnement, les plages, etc. Hein, on ne vient pas... Si, il y a des très bons restaurants. On vient aussi pour les bons restaurants, mais c'est parce que ces restaurants sont idéalement situés ici dans les Caraïbes qu'on a envie de venir les voir. Hein, il y a la gastronomie, bien sûr, qui est en tête de ligne. Mais... la gastronomie, ça se développe avec une agriculture que l'on veut de plus en plus autonome, de plus en plus locale. Hein. On verrait une pêche du terroir, une pêche du territoire. On a des poissons magnifiques ici, évidemment. On en mange, hein, et on va continuer. Bref, tout cela doit être cohérent avec la transition de l'agriculture voulue par le gouvernement et voulue tout simplement dans la transition écologique, puisque, vous le savez, dans les vidéos précédentes, on en avait parlé, l'écologie est un vrai... c'est vraiment quelque chose à regarder de très près si on veut développer notre autonomie. Et puis dans le tourisme durable, on a envie tout simplement que ça dure. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Richardson nous parle d'une labellisation du territoire que l'on peut éventuellement obtenir. Donc, il s'agirait du Green Globe Certified. Alors, le Green Globe Certified, c'est un label donc, que l'on vient apposer sur les endroits touristiques qui donc vont respecter un certain nombre de critères. On reviendra peut-être un peu plus en détail là-dessus. En tout cas, pour donner l'assurance aux touristes qui viennent en avion la plupart du temps, que au moins, quand ils auront posé les pieds à destination, jusqu'à leur retour, eh bien, voilà, ils vont bénéficier, je dirais, d'un tourisme éco-responsable. Donc, dans éco-responsable, on donne des réponses écologiques aux problèmes. Alors, tous les problèmes, hein, sans aller jusqu'à la toilette sèche, mais voilà, que fait-on de l'eau, que fait-on de l'énergie, que fait-on des produits que l'on mange, etc., etc. Alors, on a eu Fabien Cessé, le secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui lui aussi s'était exprimé. Il a prononcé
un mot très important qui est l'énergie. Il faut savoir que l'énergie ici utilisée est fossile. C'est pas du nucléaire, c'est du pétrole. Et alors, vous expliquez que, par exemple, ce fonds pourrait tout à fait aider des professionnels du tourisme à investir sur des panneaux solaires. Pourquoi pas? Alors, voilà. Il nous parle aussi beaucoup de l'emploi et de l'insertion des jeunes, d'où la nécessité de formation. Ça aussi, ça revient souvent, formation des jeunes. Et oui, et former éventuellement aux nouveaux gestes. Et alors, bon, il nous expliquait aussi que c'est le gouvernement qui, en 2021, dans son plan de relance, a décidé donc d'allouer des fonds et de charger l'ADEME donc de distribuer ces fonds. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pour cela que la CCISM, ici à Saint-Martin, est partenaire officiel, voilà, de ce fonds tourisme durable. Donc l'idée, c'est toujours la même. C'est créer de la richesse et de l'emploi sans abîmer l'environnement. Voilà. Donc, je pense tout de suite à des choses qui nous font dire que l'environnement ne rentre pas dans l'équation économique. Et que donc, bien souvent, quand on crée de la richesse et de l'emploi, on se soucie guère du bilan carbone et de l'impact sur les eaux, etc. Mais c'est pas parce qu'on s'en soucie guère aujourd'hui qu'on ne va pas s'en soucier à l'avenir. Donc, écoutez, voilà, c'est dit, il faut créer des emplois sans abîmer l'environnement. Alors, là encore, on va parler direct, portefeuille. On a affaire à des subventions qui commencent à 5 000 € et qui peuvent aller un peu plus haut, toujours plus haut selon votre dossier, tout simplement, selon le projet que vous avez à défendre dans votre business. Alors, c'est Harry Lapomarède, chargé de projet à la CCISM, qui va nous expliquer un petit peu l'aspect pratique de la chose, nous dire que bon, on a un objectif en 2030 d'arriver à, je dirais, quelque chose de satisfaisant, en tout cas au niveau du tourisme éco-responsable. Bien vu, voilà, que c'était une nécessité donc dans la transition écologique, et lui aussi revient un peu, comme M. Richardson, donc sur ces aspects de formation, de communication, de structure, de matériel et d'études. Mais alors plus en détail, justement, pour nous expliquer bien, que ce fonds peut venir financer, donc, par exemple, la formation du personnel à des nouveaux gestes plus écologiques, que ce fonds peut venir à vous aider à assurer une communication pour dire que ce que vous faites, c'est bien, c'est vert. Typiquement, réaliser une vidéo, bon, des 4x3, non, peut-être pas, mais bon, les flyers, peut-être pas non plus. Mais voilà, la communication rentre dans les choses sur lesquelles on peut investir. La structure, tout ce qui va être structurel, donc typiquement, voilà, qui va vous permettre d'exploiter votre entreprise. Le matériel, bien entendu, il peut s'agir de nouveaux outils plus adaptés au travail écologique. Et aussi, et pas des moindres, aux études. Et oui, il convient parfois de réaliser des études pour faire ne serait-ce qu'un bilan carbone sur l'activité, ou, comment dire, ça peut être une recherche hygrologique, ça peut être un bilan énergétique, enfin toutes sortes de choses qui font que les études peuvent être financées par ce fonds tourisme durable. Alors, au niveau des documents qu'on ira déposer sur la plateforme ADME avec la CCISM, il n'y a pas grand-chose. On commence par le RIB, ça c'est intéressant, le RIB. Et puis tout ce qui va être, voilà, un petit peu de tableur Excel et les actions que vous comptez, un détail sur les actions que vous comptez entreprendre. Et comme on l'a dit, la production d'une vidéo peut rentrer en ligne de compte dans cette subvention. Donc, écoutez, c'est tout à fait ouvert. On a eu ensuite Valérie Damaso, la présidente de l'Office de tourisme, qui donc s'est exprimée naturellement, puisque dans Fonds tourisme durable, il y a tourisme. Et donc, voilà, elle a insisté sur la diversité culturelle,
mais sur l'impact environnemental que pouvait avoir l'activité du tourisme. Sachant que 2024, donc l'année prochaine, sera une année de valorisation de l'océan, ce qui tombe bien, puisqu'ici à Saint-Martin, nous avons de l'océan tout autour. Et voilà, comment on peut entraîner les partenaires locaux à les inciter à s'engager de façon responsable pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc là encore, on a une bien belle direction qui est donnée. On comprend qu'on n'a plus envie de rejeter les lessives dans la mer, de polluer à outrance les plages. Peut-être va-t-on vers quelque chose d'éco-responsable de façon générale, en tout cas, c'est l'impulsion qui est donnée. Donc, la chargée de com de la CCISM nous a modéré une table ronde tout à fait intéressante avec, entre autres, Anne-Karine Fleming, qui représentait la réserve naturelle de Saint-Martin. On va revenir un petit peu dessus. Et Draman Traoré de l'association Terra, très intéressante. Lauriana, qui elle s'occupait du tourisme, Steve Lefraud, qui est consultant. Voilà. Je n'ai pas très bien noté, mais on est dedans. Alors, le tourisme durable, nous dit-on, proche de l'éco-responsable pendant le voyage. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes venu en avion, mais ici, à Saint-Martin, vous allez voyager à pied. Donc là, on est dans du tourisme éco-responsable. En gros, voilà, c'est une activité tout à fait écologique, les visites à pied. On nous parle de slow tourism. Alors le slow tourism, prendre son temps pour découvrir le territoire. On entend beaucoup les locaux qui sont plutôt heureux que l'on vienne prendre son temps. Et si on est dans les Caraïbes, on aime bien prendre son temps. Donc prenons notre temps en n'allant pas plus vite. Eh bien, à ma foi, on ne dépense pas beaucoup plus de carbone. Donc prenez votre temps aussi de comprendre ce qui vous environne. Ce qui revenait souvent, c'était cet aspect de sensibilisation. Alors nous, on fait beaucoup sur cette chaîne de dire que effectivement, tout ce qui va être vert, eh bien, il serait temps de s'y mettre, parce que a-t-on vraiment le choix Voilà. Donc, il faut être formé, encore faut-il être formé au geste éco-responsable. Alors, qu'est-ce qu'un geste éco-responsable? Peut-être que le premier geste éco-responsable, déjà, c'est de ne pas mettre ses déchets sur la plage et d'aller les mettre à la poubelle. Je plaisante à peine, il y a un devoir d'éducation à faire aussi en ce sens, selon les clientèles ou les personnels. Alors, la réserve naturelle, donc, est un espace protégé, à 75% c'est de la mer. Aussi, on va nous expliquer que c'est une réserve naturelle dans laquelle on peut exercer des activités touristiques, mais que c'est la fin du tourisme de masse. Donc il est temps de se poser la question, moins de touristes, mais peut-être resteront-ils plus longtemps avec un séjour plus qualitatif? En tout cas, il semblerait que ce soit comme une tendance. Alors, on nous parle de tourisme durable, pas pour rien, tout simplement parce que c'est un tourisme qui génère 30% de recettes en plus. Je ne sais plus si c'était dans l'année ou quoi, mais en tout cas, voilà, le label, entre guillemets, tourisme durable a de l'avenir, du vent en poupe, ou tout simplement c'est parce qu'on en parle 30%, deux fois plus. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais voilà, l'idée c'est de dire que on y va, c'est la fin du tourisme de masse, vive le tourisme durable. En métropole, on nous dit que bon, 1% seulement des hébergements répondent à tous les critères qui feraient qu'on pourrait dire qu'ils sont éco-responsables. Ça voudrait dire que donc peut-être que 99% utilisent de l'eau chaude, ont des ascenseurs, ou laissent la lumière dans les couloirs allumée même quand il n'y a personne. Donc, oui, parce que je ne vous cache pas que les économies d'énergie, c'est l'avenir aussi. Alors, pourquoi cette frilosité, nous demandera-t-on? Pourquoi est-ce que les hôteliers ne vont pas tout droit à toutes ces restrictions? Tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre des clients. Mais oui, si on commence à éteindre la lumière des couloirs et qu'ils sont dedans encore, ils vont partir. Qu'est-ce que c'est? S'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut marcher avec ses pieds, ils vont partir. Parce que, voilà, bon, alors, revenons sur cette subvention. On nous dit,
subvention peut vous servir à financer des panneaux solaires. Alors oui, des panneaux solaires, d'un certain côté, on n'utilise plus le pétrole pour faire de l'énergie, mais on va utiliser des panneaux solaires qui eux-mêmes ont été fabriqués à grand coût énergétique. Je ne me souviens plus en tête combien de temps il faut pour arriver à compenser la fabrication d'un panneau solaire, de la batterie et de tout ce qui est associé au système. Mais c'est de l'ordre de quelques décennies, du genre 20, 30, voilà, on va dire 30 ans de mémoire. Donc il faut que vos panneaux solaires tiennent un moment. En attendant, ça fait bien. Donc mettez des panneaux solaires. Ça permet de réaliser des investissements qui peuvent être soutenus. Donc ça se tente. Et puis parfois on n'a pas trop le choix non plus. Autre chose plus intéressante, le traitement des eaux de pluie. Tout simplement, oui, l'eau est un vrai problème ici dans les Caraïbes et partout ailleurs d'ailleurs. Donc récupérer, utiliser les eaux de pluie, voilà qui semble être une idée de bon aloi. Et là, si vous avez quelque chose sous la main, un dossier à produire, foncez. Alors on nous a parlé aussi de lessive, de billes de magnésium. Bon, voilà, par exemple, dans cet hôtel, nous n'utilisons plus que des billes de magnésium. Bon, j'ai regardé, ça n'a pas l'air très très efficace sans lessive à côté. Donc au niveau écologie, je ne suis pas tout à fait convaincu. Je sais qu'il existe des solutions peut-être un peu plus propres pour régler ces soucis de lessive à base de savon de Marseille ou autres produits. Mais bon, ça finit bien souvent, hélas, par se retrouver dans la mer, hein, on ne va pas se mentir, et la mer mousse, ce qui n'est pas bon. On a donc développé cette histoire de réserve naturelle, en disant que la réserve naturelle a trois pôles, un pôle scientifique, un pôle éducation qui est déjà complet, donc voilà, je veux dire par là que les cours qu'on donne sur la réserve naturelle, il n'y a plus moyen de s'y inscrire, simplement, les enfants, c'est fini. Et le troisième pôle, étonnant, mais c'est comme ça, c'est la police, figurez-vous, la police qui vient donner des contraventions aux gens qui ne respecteraient pas les règles en vigueur dans cette réserve, puisque voilà, le but, là, pour le coup, il n'est pas de verbaliser les touristes, évidemment, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la plupart du temps, ils vont faire de la prévention, ils vont quand même vous expliquer. Mais malheureusement, on est obligé d'en arriver là pour que les sites marins, pour la plupart, aux trois quarts, soient respectés. On nous a parlé des tortues aussi, et c'est vrai qu'ici à Saint-Martin, on a la chance de vivre avec les tortues, à Saint-Barthélemy aussi, il y a des tortues partout, alors bon, on peut se baigner, il faut le savoir, on a une réserve naturelle et au-delà tout à fait intéressante. Donc, on a fait un petit tour au Costa Rica aussi. Alors le Costa Rica, sur le Costa Rica, figurez-vous qu'en passant dans son... Comment dire, en passant son tourisme à un mode de tourisme éco-responsable et de longue date, ils ont fait un bond, ils sont passés de 117 à 800 millions de dollars, voilà, parlons argent, voilà ce qui va nous motiver. Et donc, c'est un exemple pour sa promotion du tourisme éco-responsable, et on aurait aimé peut-être développer un petit peu plus, sachant que, voilà, j'ai cette chance de connaître un petit peu le Costa Rica, et donc de voir quels sont les points qui ont fait que le tourisme éco-responsable s'est développé. Alors, en premier, un peu comme on parlait de la réserve naturelle, on a le Costa Rica a établi un vaste réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles, qui couvrent environ un quart de sa superficie totale. Donc déjà, tout est connecté, et à l'échelle d'un pays, c'est plutôt intéressant, sachant que ces zones protégées, eh bien voilà, permettent à la biodiversité de se présenter aux visiteurs, et que la faune et la flore sont très très bien conservées, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, premier truc, une réserve naturelle immense et connectée, interconnectée. Deuxième truc, ils ont cette certification Rainforest Alliance, alors ça rigole pas, donc voilà, vous voyez tout de suite les histoires de labels, ça revient, donc c'est important, en tout cas au Costa Rica, voilà, c'est le Rainforest Alliance, qui garantit des pratiques durables en matière d'environnement, de social et d'économie. Très intéressant. Le troisième point de l'écotourisme au Costa Rica, c'est justement d'offrir aux visiteurs des activités qui sont axées sur la nature. Donc, typiquement, l'observation des oiseaux, la randonnée dans la jungle, la visite de réserves de tortues. Vous voyez, les tortues, on y revient toujours.
Voilà, des activités qui visent à sensibiliser, encore on revient à la sensibilisation, vous voyez, des touristes, à sensibiliser les touristes, hein, tout simplement, à la préservation de l'environnement, voyez-vous. Alors on ne leur fait pas des cours magistraux, hein, le Costa Rica c'est magnifique, on a vraiment envie d'y aller et de découvrir tout cela. Quatrième point, au Costa Rica, les énergies renouvelables. Le Costa Rica qui s'efforce de revenir neutre en carbone. Ils veulent revenir neutre. Voilà leur objectif, zéro carbone. Et ils utilisent des sources renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Voilà, ça c'est ce qui contribue naturellement à réduire l'impact du tourisme. Voilà. Bon, l'hydroélectricité, c'est quand même cool. Il faut avoir la chance d'avoir un peu d'eau qui coule. En cinquième point, ils promeuvent leur culture locale. Typiquement, c'est un pays qui encourage les visiteurs à interagir avec les communautés locales. Donc ça, c'est intéressant, acheter des produits artisanaux et locaux pour soutenir l'économie locale. Sixième point, on n'en a pas parlé ici, mais ils limitent le nombre de visiteurs. Dans certains parcs nationaux, le nombre de visiteurs est limité afin de minimiser l'impact sur l'environnement. Voilà, très bien. Et en septième point, une sensibilisation environnementale, c'est-à-dire que de nombreuses entreprises et guides touristiques fournissent des informations sur la faune et la flore locale. Voilà, donc on nous explique un petit peu les pratiques de préservation, l'importance de la conservation, et peut-être aussi l'utilité des plantes et l'interaction avec les animaux, les fourrages, enfin. Donc voilà un bel exemple, en tout cas c'est une destination connue dans le monde entier pour son écotourisme. Et dans les Caraïbes, ça fait presque figure, je dirais, de modèle à suivre, et d'inspiration à avoir. Alors bien sûr, ici à Saint-Martin, on aime plutôt la liberté, on était habitué jusque-là à avoir du tourisme de masse qui, je le répète, sur la pente descendante, mais bon voilà, des casinos, des plages, des hôtels, et voilà, des touristes qui sont attirés. Alors, on a abordé aussi un sujet très intéressant qui est le sujet de l'accessibilité. Comment les handicapés peuvent-ils profiter de ce tourisme éco-responsable? Là, on fait du tourisme éco-responsable et inclusif, bien entendu. Alors, l'inclusion, l'accessibilité, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite ou des handicaps, il y en a quelques-uns, les malvoyants, les malentendants, etc. On est déjà dans une situation où c'est déjà compliqué pour les valides, à tout vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de trottoir, alors peut-être que pas vraiment de chemin accessible, mais il est bon, là encore, il est nécessaire, c'est très important d'inclure les personnes handicapées justement dans le projet. Alors si on fait d'une pierre deux coups, si j'ose dire, en y joignant l'accessibilité et l'éco-responsabilité, bon là c'est bingo, mais de grâce, n'oublions pas nos amis handicapés, puisque comme j'aime à le répéter à l'envi, eh bien, nous sommes tous des handicapés en puissance. Hélas. Donc, il n'est pas non plus question de faire peur aux touristes, de penser qu'ici, ils s'éclaireront à la bougie et qu'ils iront chercher l'eau au puits. Les touristes qui cherchent ce genre de destination ont déjà pensé à la Dominique, mais bon, oui, il y a 10 000 endroits dans le monde, justement, où vous avez un tourisme assumé, au milieu de la jungle, on va dire, où là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, que ce soit au Pérou ou ailleurs. Des endroits comme ça, vous pouvez en trouver. Là, c'est assumé, vous savez que vous partez avec un sac à dos, des gourdes. Mais quand on vient à Saint-Martin, on s'attend à trouver des structures, et j'ose espérer, des structures qui deviendront innovantes de par l'avenir, puisque, comme on l'a vu, il existe ici de fantastiques ressources qui doivent pouvoir permettre d'alimenter des systèmes écologiques, tout simplement. Rêvons un petit peu de cet hôtel qui n'aurait pas besoin d'acheter de l'eau, qui tout simplement irait la puiser et l'utiliserait à partir des eaux de pluie, des eaux
souterraine, que sais-je, et de cette énergie qui serait produite. Alors je ne sais pas par quel système, justement ça fera l'objet de prochaines vidéos, puisque l'énergie est, selon moi, au cœur du problème. Si on veut faire de l'écologie, il suffit de couper le courant électrique et tout de suite, on se rend compte du problème. On en revient toujours à la même chose. Moins d'énergie électrique disponible égale plus de travail, plus d'huile de coude, comme on dit. Et c'est là que la communication devient intéressante. C'est-à-dire que il est très difficile de demander aux gens de réaliser un effort si on n'a pas compris pourquoi cet effort, à vrai dire. Alors, c'est vrai qu'aller chercher l'eau au puits, c'est un peu plus compliqué que d'ouvrir un robinet, mais en attendant, on ne paye pas la facture d'eau. Ça se balance. Mais il faut aller chercher l'eau au puits. Il n'y a pas, dès l'instant où on veut manger local, il faut cultiver localement. Et cultiver localement dans des terrains qui peuvent être accidentés, c'est différent que de cultiver avec des machines-outils sur des champs tout plats pendant des kilomètres. Voilà, on arrive au bout de cette conférence, de cette table ronde, de cette rencontre. Alors, bon, moi, mon analyse sur la question, c'est qu'effectivement, si on veut être éco-responsable, il faut couper, il faut couper l'eau, il faut couper l'électricité, et puis voir comment on se débrouille maintenant. On ne va pas faire ça d'un coup, mais l'idée est là, et c'est là qu'on se heurte aux réalités physiques de ce monde, et que l'on voit que ça n'est pas si simple. Pareil pour l'agriculture, ici, 90% de la nourriture est importée. Allez ne pas l'importer et développer localement, il va falloir planter, et planter beaucoup et récolter. Donc ça nécessite naturellement un retour à des choses qui, comme ça, nous paraissent peut-être rétrogrades. Et pourtant, a-t-on vraiment le choix? J'ai entendu encore hier, je crois que dans 20 ans, nous aurons 2 fois moins de pétrole. Nous ne serons probablement pas 2 fois moins. Donc on voit bien que il est bon d'anticiper sur certaines choses et que, selon moi, en utilisant des pratiques, c'est ça qu'on cherche, des pratiques bien adaptées à l'endroit où vous êtes, parce que naturellement ça varie considérablement en fonction du site, on doit pouvoir réussir à minimiser ces efforts humains et à conserver un minimum de confort. En tout cas, si on parle écotourisme, il convient d'être attractif et confortable, sinon on n'attirera personne avec des arguments du Moyen-Âge. Bref, donc mon analyse c'est ça, c'est développer des écosystèmes terrestres ou marins, dont, je le répète, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas encore de projet, mais ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit et on travaille. Il y a par exemple dans une saline où la vie se bat contre une pollution humaine très importante. Peut-être un jour serait-il intéressant de dépolluer cet endroit et d'en faire quelque chose qui peut-être même pourrait produire de la nourriture. C'est un rêve, on a le droit de rêver. Le transport, oui, alors le transport, le transport c'est sûr, marcher à pied c'est bien, mais bon, comme je le disais, quand il n'y a pas de trottoir, quoi de plus écologique qu'un vélo, justement, pour se déplacer ici, il n'y a pas de piste cyclable. Donc bon, je glisse 2-3 idées comme ça, mais c'est vrai que petite piste cyclable, ce serait pas mal. La construction aussi, on en parle, la construction, oui, le béton est-il écologique? Est-ce que c'est écologique le béton? Est-ce que on n'en serait pas à favoriser des constructions en bois, par exemple? Et puis, en toute fin, et terminer avec une cerise sur le gâteau quand même, cette notion que l'on puisse faire du tourisme éco-responsable en venant en avion, moi ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé que l'on imagine une solution qui soit all-inclusive, qui soit une solution au départ. Tout simplement, on pourrait imaginer partir du Havre en bateau, à voile, et puis arriver juste dans les îles. Alors bien sûr, là on est dans du slow tourisme, mais pour le coup, vous aurez effectué une traversée transatlantique avec un bilan carbone plutôt positif, vous aurez appris à vivre avec l'océan, vous serez arrivé dans une destination où vous serez accueilli avec des procédés plutôt sympathiques, éco-responsables, et puis vous repartirez alors
à la voile, en vent contraire. Là encore, je me permets de rêver, et de longue date. Il faut rêver un petit peu pour stimuler les ambitions. Et donc, moi, je ne suis pas professionnel à proprement parler du tourisme. Je vis sur une île où le tourisme est extrêmement important, et donc je suis amené naturellement à travailler indirectement pour le tourisme. Et évidemment, j'ai tout intérêt à ce que tout cela fonctionne. Et je me ferais vraiment une grande joie personnelle à ce que des projets sérieux aboutissent, allant dans le sens d'une biodiversité, d'une intégration locale, et pas seulement pour stimuler une économie, mais avant tout justement pour, oui, enseigner à nos jeunes un art de vivre qui soit durable, parce qu'on leur souhaite de rester longtemps sur cette planète dans de bonnes conditions, et que pour ce faire, eh bien, utiliser les ressources naturelles qui sont à notre disposition me paraît tout de même être une très bonne solution. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi interagir avec moi sur x.com. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous également à cette chaîne. Vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche et tout ça. C'est pas un geste qui est vraiment en faveur de l'environnement, mais c'est un geste qui est en ma faveur, et je vous remercie d'avance de votre fidélité, de votre soutien, et j'espère que nous aurons l'occasion bientôt d'échanger sur tous ces sujets. À très bientôt, prenez soin de vous.